Bonjour, bienvenue et merci d'être avec nous pour ce Midi Mag spécial CPS, la Caisse de prévoyance sociale, une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public et dotée de l'autonomie financière. Nous allons tâcher de comprendre comment fonctionne cette caisse et pourquoi aujourd'hui les régimes de retraite et de l'assurance maladie font grise mine. On en parle tout de suite avec le directeur de la CPS, Régis Chang. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Alors, avant tout, je tiens à vous remercier d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Vous vous faites rare dans les médias, mais l'actualité telle que votre présence s'avérait indispensable. Vous dirigez la CPS depuis 2009, mais vous êtes issu du milieu bancaire. Par contre, vous avez baigné dans le milieu syndical et social avec votre père, Teyarefa Chang, ex-secrétaire général de l'USATPFO, ex-président du CESC et membre du conseil d'administration de la CPS. Alors, est-ce qu'il a exercé une forte influence sur vous et sur vos choix professionnels, tout d'abord ? Oui, probablement, en termes de valeurs et en termes de dimension professionnelle. Mais je vais vous confier un petit secret. Lorsque je lui avais annoncé que j'étais candidat pour venir à la CPS, il a essayé de me décourager. Ah bon ? Pourquoi ? Je garde ça sans indiscrétion. Pour la famille. Alors, vous êtes donc depuis 2009 directeur de la CPS. Est-ce que vous vous sentez bien aujourd'hui dans cette fonction, Régis Chang ? Oh, tout à fait. C'est une formidable expérience et je suis à la tête d'une entreprise performante et avec des enjeux sociaux qui sont très importants pour la Polynésie. Et donc, c'est un challenge et une mission que l'on porte tous les jours. Alors, venons-en au budget. Le budget de la PSG, c'est 115 milliards de francs pour 2015, 77% de cotisation et de CST dans ces 115 milliards. On va entrer dans le vif du sujet avec le régime des retraites et l'inquiétude grandissante des cotisants. Le déficit de la branche pour 2014 devrait s'élever à près de 7 milliards de francs. En cause le financement du déficit de l'assurance maladie, puisqu'on puise dans les réserves de la caisse de retraite pour combler ce déficit. Alors, outre le vieillissement d'une population dans laquelle près d'un actif sur 4 est sans emploi, la caisse manque de liquidité. Comment en est-on arrivé là, Régis Chang ? Si vous permettez, avant de répondre à votre question, il est important que nos auditeurs comprennent le contexte de la protection sociale rapidement. Effectivement, nous avons à faire face à un accroissement de la population naturelle. On prévoit à horizon 2027 320 000 habitants. On a effectivement aussi un vieillissement démographique. Pour les personnes âgées de plus de 60 ans, cela représente 12% de la population aujourd'hui et on prévoit 17% de la population en 2027, donc il y aura l'équivalent de 55 000 personnes. Chaque année, nous avons un gain de l'espérance de vie de 4 mois, soit 1 an tous les 3 ans. On constate une baisse de la natalité. À côté de ça, nous avons un état de santé qui reste préoccupant. Vous avez des indicateurs qui sont publiés par l'autorité sanitaire. Un accès aux soins aussi qui est difficile de par l'éloignement de la Polynésie, un coût de la vie local. Donc d'un point de vue, sont des facteurs que l'on intègre dans la construction budgétaire. À côté de ça, nous avons des sujets, des préoccupations conjoncturelles et notamment la perte de l'emploi, la crise économique qui sévit en Polynésie que l'on constate dans les comptes depuis 2008 et ce qui représente quand même sur les 5 dernières années près de 7000 emplois détruits. L'équivalent de 12 milliards de masse salariale détruits sur les 5 dernières années. Pour vous donner une idée, si cette masse salariale était reconstituée en 2015, cela représenterait 4,8 milliards de recettes supplémentaires. Donc ça comblerait le déficit. Donc l'équivalent du déficit du régime des salariés pour 2015. Donc comment faire pour créer 12 milliards de masse salariale ? L'inconvénient, c'est que ça fait quasiment 7000 emplois au SMIG. C'est 7000 SMIG qu'il faut créer en 2015 pour reconstituer cette masse salariale. Vous avez les chiffres qui ont été annoncés en termes de création d'emplois pour un projet comme le Mahana Beach. Ce serait l'équivalent d'une fois et demie à Mahana Beach qu'il faudrait faire l'année prochaine pour recréer cet emploi. Et ensuite,
nous avons aujourd'hui en Polynésie des amortisseurs sociaux qui manquent. Nous n'avons pas de caisse chômage. Nous n'avons pas forcément la capacité à créer de l'emploi. Et nous avons deux régimes qui servent à accueillir, qui servent d'amortisseurs sociaux en Polynésie. D'abord, le régime de solidarité, puisque ce régime accueille tous les jeunes qui n'arrivent pas, qui arrivent sur le marché de l'emploi et qui trouvent pas d'emploi. Puisqu'aujourd'hui, au RSPF, 50% de la population au RSPF a moins de 30 ans. Et l'autre branche qui sert d'amortisseur social, c'est hélas la retraite, puisque lorsque les entreprises, y compris l'administration publique au sens général du terme, veut alléger le coût du travail du fait de l'absence de caisse chômage, la mise à la retraite anticipée a constitué donc un amortisseur social, et donc les entreprises ont procédé à des départs importants à la retraite de manière anticipée. Il était important de rappeler ce contexte avant de revenir donc sur la retraite qui connaît effectivement des difficultés et qui pour l'avenir peuvent être s'avérer être un risque réel. Un risque réel. Alors là, vous nous avez donné quelques grandes lignes concernant la façon dont on en arrive à un déficit. Est-ce que, par exemple, la réforme TAUTRA en 2005 a quand même bien plombé la caisse, on peut le dire. Le pays devait compenser la baisse des cotisations en versant près d'1 milliard par an qui n'ont jamais été versés. Est-ce que ça, c'est normal, à votre avis ? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. En fait, la réforme TAUTRA, c'est une réforme à moitié mise en œuvre. Puisque dans cette réforme de 2005, il avait été prévu d'investir dans une diminution du coût du travail, en diminuant le coût les cotisations sociales, pour créer de l'emploi. Mais dans cet accord TAUTRA, il était prévu des mesures sur les dépenses, notamment le transfert du gros risque hôpital dans le budget du pays. Il était prévu une fiscalisation, il était prévu que les fonctionnaires d'État viennent cotiser à la PSG. Il était prévu la mise en place d'un régime universel fiscalisé au niveau des allocations familiales. Voilà, donc l'ensemble de ce protocole, de cet accord qui a été signé en dehors de la CPS, puisque c'est un accord tripartite, a été mis partiellement en place. Il seul a été mis en place donc la diminution des cotisations sociales, qui a généré fin 2010 un déficit cumulé de 14,7 milliards, puisque la diminution des cotisations sociales, c'était un manque à gagner annuel de l'ordre de 6 milliards. Donc une grosse responsabilité du pays quand même. Le pays a pris ses responsabilités, puisque une loi a été votée en 2011. Il a été créé un fonds d'amortissement de cette dette sociale, le FADES, et tous les ans, le pays verse 800 millions qui vient donc amortir ce déficit créé par cet accord TAUTRA partiellement mis en place. Bien, on peut dire que la responsabilité politique est tout de même engagée. Il serait nécessaire d'étanchéifier les branches, comme le préconise le syndicat Atia et moi. Je vous propose d'écouter à ce sujet Yves Logros. Ce qu'il est urgent de faire, c'est de sauvegarder le régime de retraite, et donc nous demandons immédiatement à ce que les branches de la CPS soient étanches entre elles. Il n'est pas logique que l'assurance retraite vienne financer le déficit cumulé de l'assurance maladie. Ça risque de peser sur les retraites et qu'on ne puisse pas payer les retraités à terme. Ça, c'est une première mesure. Et donc, dans un premier temps, immédiatement emprunter sur les marchés financiers pour rembourser la caisse de retraite une fois que les régimes ont été rendus étanches, puisqu'on ne pourra plus financer le déficit de l'assurance maladie par la caisse de retraite. Dans un deuxième temps, il y a une réforme qui a été proposée par les partenaires sociaux qui consistait à faire un régime unique de l'assurance maladie avec un prélèvement universel à définir. Nous, on avait proposé une espèce de CSG à la française qui pèserait sur l'ensemble des revenus et qui viendrait se substituer aux cotisations et à la CST pour l'assurance maladie. Juste deux chiffres, il y a 25 milliards de cotisations environ. Alors voilà, on va s'arrêter à Yves Logros dans un premier temps. Alors la piste de l'étanchéité des branches, pourquoi est-ce qu'aucun gouvernement ne s'attaque à ce problème ? Parce que c'est quand même pas normal qu'on vienne puiser dans les réserves de l'assurance de la caisse de retraite. Alors, d'abord, peut-être si vous permettez, tout à l'heure vous parliez de 7 milliards de déficit.
par rapport au budget 2015. Les 7 milliards de déficit concernent la protection sociale généralisée. L'ensemble des trois régimes, donc 4 milliards 6 pour le régime des salariés et 3 milliards de déficit pour le RSPF. Si on a le temps, on pourra y revenir. Concernant donc le régime des salariés, qui prévoit donc un déficit en 4 milliards 6 à la fin de l'année 2015, si rien n'est fait, encore une fois, on a effectivement un dispositif légal, réglementaire, que l'on appelle une compensation de branche, qui prévoit donc que les branches excédentaires, donc une branche c'est l'assurance maladie, les prestations familiales, la retraite A, la retraite B, donc chaque branche qui sont excédentaires, en trésorerie, viennent financer les déficits des branches déficitaires. Donc là, avant 2010, la branche déficitaire était l'assurance maladie. Au sein du régime des salariés, vous avez vu là, je vous disais qu'on était arrivé à 15 milliards de déficit cumulé. Depuis 2010, le déficit a sensiblement diminué, puisque en 2014, on prévoit quasiment un budget à l'équilibre au niveau de l'assurance maladie. Donc nous avons diminué de près de 5 milliards chaque année le déficit assurance maladie. Au détriment du régime de retraite, alors? Non, c'est-à-dire qu'on a fait des économies en termes de dépenses et nous avons, sans augmenter de manière très importante le prélèvement. Pour vous donner une synthèse sur l'assurance maladie sur les 3 dernières années, l'ensemble des participants à l'assurance maladie, c'est-à-dire les professionnels de santé, les établissements, les cotisants, les patients, on a permis de faire une économie globale de près de 7 milliards de francs sur les dépenses, en ayant uniquement touché le ticket modérateur de 10% en 2011, rappelez-vous. Donc, les branches déficitaires aujourd'hui, donc depuis 3 ans, c'est effectivement la retraite tranche A. Et donc, Yves, que je salue au passage, est un administrateur qui connaît bien la CPS et avec d'autres qui construisent, on essaie de trouver des solutions ensemble. Et l'année dernière, effectivement, a été décidé de mettre fin à la compensation de branches. Donc le conseil d'administration a décidé de le faire. Cela nécessite une loi de pays pour corriger les textes de la CPS, pour que chaque branche soit financièrement autonome. Mais avant de mettre en place cette mesure, il convient de restaurer les liquidités. Lorsque l'assurance maladie démarre avec 16 milliards de déficit cumulé, comment voulez-vous payer les dépenses de santé en début d'exercice? Donc il faut d'abord agir sur les liquidités et ensuite réformer dans le même temps. Et donc il est prévu pour l'année prochaine de produire donc ces travaux avec le conseil d'administration et le pays pour solutionner ce sujet qui est le sujet essentiel de la liquidité, notamment pour la retraite. Et vous pensez que le pays serait d'accord pour voter une loi concernant justement cette étanchéité des branches? J'ai senti le pays, parce que nous avons rencontré le gouvernement, sensibilisé à cette préoccupation et à cette préoccupation urgente. Par contre, je ne peux pas me prononcer à la place des élus, mais en tant que technicien, nous allons contribuer à ça vous semblerait une dispositif. piste envisageable, en tout cas? De toutes les façons, si on doit tendre vers un régime unique en assurance maladie, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus 3 régimes, RSPF, RNS, RGS, on doit passer au préalable par une étanchéité des branches au sein du régime des salariés. Mais par contre, pour éviter qu'il y ait de malentendus avec la population, il n'y a pas de mélange de trésorerie entre le RNS, le RSPF et le RGS. Ces 3 régimes sont complètement étanches. Chaque régime a ses propres cotisations et ses propres dépenses. Alors nous avons un appel, je vous propose d'écouter une question d'un auditeur. Bonjour. Oui, Yorana, bonjour aux représentants de la CPS. Yorana. Voilà. Une question que je veux bien, parce que là, je ne comprends pas. J'ai fait l'emploi, le développement économique de la société interne. Suite de ça, j'ai essayé de trouver du travail, je ne trouve pas. Parce qu'on me dit que tu es trop âgé, bon, j'ai accepté quand même de prendre ma pension de retraite. Mais le problème que j'ai vu après, je n'ai pas le choix, que mon pension de retraite ne gagne que
45 000 parce que j'ai cotisé 24 ans. Par contre, les docteurs, ils touchent plus que moi. Alors, il y en a des pensions doctorales et ils n'ont pas atteint 50 ans. Il y en a qui touchent déjà à 19 ans, ils touchent une pension de retraite alors que j'ai cotisé. Moi, je ne trouve pas normal ceux qui n'ont jamais cotisé, les RST, d'autres personnes, ils touchent mieux que moi qu'un salarié qui a cotisé quand même 24 ans. Parce qu'il n'y a pas de contrôle. Sur de ça, il y a d'autres RST qui vont leur produire au bord de la route, les poissons, les légumes, ils gagnent encore une pension de retraite que eux, ils n'ont jamais cotisé. Voilà ma question. Parce que je ne trouve pas normal que moi, cotisant salarié pendant 24 ans et perdu mon emploi en licenciement économique dans la société intégrée en consultant l'hôpital de Tanger et je me retrouve avec une pension de 45 000. Voilà merci pour cette question, monsieur. Donc des disparités en termes de pension, de versement de pension, Régis Chang, vous pouvez expliquer ça? Alors, je vais essayer d'expliquer cela le plus facilement, le plus clairement possible. Vous avez bien compris le contexte. C'était pas facile. J'ai pas compris le début de la question, mais par contre sur la cotisation, les retraites. D'abord, il faut préciser qu'il y a en Polynésie un minimum vieillesse qui est de 80 000. Ce minimum vieillesse s'applique à tous les Polynésiens, pas uniquement les ressortissants du RSPF. Par contre, ce minimum vieillesse, il est versé à 60 ans. À la retraite. À 60 ans, qui est à l'âge légal de la retraite. Lorsqu'un salarié part à la retraite à 50 ans, ce qui semble être le cas de notre auditeur, ne touche pas à 50 ans, vieillesse. Il ne touche que la retraite calculée sur ses périodes cotisées, donc 24 ans de cotisation, 45 000 de retraite. À 60 ans, si les revenus du ménage ne dépassent pas 80 000 francs, si par exemple ce monsieur n'a que 45 000 de revenus, à 60 ans, lui sera versée une allocation complémentaire de retraite de 35 000 francs pour que cette personne ait 45 000 francs. Par contre, il y a une réforme qui a été sollicitée par les partenaires sociaux depuis plus de 10 ans, qui est de réformer ce système de l'allocation complémentaire de retraite en prévoyant que le minimum vieillesse de 80 000 soit fiscalisé, ce qui est le cas au RSPF, puisque ceux qui reçoivent 80 000 francs au RSPF, c'est la fiscalité qui la finance. C'est qu'à 80 000 francs, donc c'est l'impôt qui financerait ces 80 000 francs, et s'ajouterait à ce minimum vieillesse une retraite liquidée sur des périodes cotisées, pour inciter les personnes effectivement à travailler plus. Parce que lorsque vous faites un calcul simple, pour atteindre le minimum vieillesse, il faut qu'un salarié ait cotisé pendant 35 ans au SMIG quasiment. Donc un salarié qui est victime de licenciement ou d'emploi précaire, je peux comprendre qu'à 40 ans, ils se disent « Pourquoi vais-je continuer à cotiser puisque je n'aurai pas suffisamment de cotisation pour pour avoir plus de 80 000 oui. Et donc, je me mets au RSPF et j'attends que ma retraite à 60 ans me soit versée. » Et donc, cette réforme qui a été mise en œuvre en Calédonie, c'est 90 000 francs par mois, le minimum vieillesse, payé par la fiscalité, et chaque année cotisée est versé 1 000 francs par année cotisée. Donc, pour cette personne 24 ans, il aurait donc 90 000 plus 24 000. Voilà. Et cette réforme, effectivement, elle est souhaitable pour inciter les personnes qui sont dans le monde du travail clandestin ou qui ne sont pas déclarées à la CPS, puissent venir cotiser pour avoir plus que le minimum vieillesse. Voilà. Donc, pour rapport à cet auditeur, s'il a 60 ans et si les revenus du ménage est inférieur à 80 000 francs, il existe un dispositif dans les textes qui prévoit une allocation complémentaire de retraite. Donc, je l'invite à se rapprocher des services de la CPS. Et nous avons un nouvel auditeur. Apparemment, ce sujet intéresse nos auditeurs. Allô, bonjour. Oui, salut Caro, c'est Théva. Comment vas-tu? Théva, le copain d'Emmanuel Pasco. Oui.
Donc je voulais demander à M. Chang, à la suite de nombreuses informations et de recoupements, il semblerait qu'on ne soit pas assuré de recevoir notre retraite, que ce soit les retraites, enfin plutôt les retraites CPS, quoi, vu la crise mondiale et tout ce qui s'ensuit. Il y a de nombreux bruits qui courent sur Internet notamment que les retraites ne seraient pas forcément Voilà, c'est assurées. l'inquiétude dont nous parlions tout à l'heure, c'est l'inquiétude générale justement concernant l'épuisement des réserves. Régis Chang, vous pouvez rassurer un petit peu la population ou je pense que les pistes sont étudiées aujourd'hui pour essayer de combler un peu le déficit. Nous avons avec le nouveau gouvernement procédé par étapes. D'abord finaliser le budget 2015, ensuite ouvrir dès le début de l'année des travaux sur la liquidité et sur la réforme systémique du système de la protection sociale qui a 20 ans l'année prochaine. Donc sur l'inquiétude légitime des retraités, d'abord vous dire, parce que j'ai entendu également des personnes dire que les pensions de retraite allaient être diminuées. Oui, c'est ce que dit Émile Vernier notamment. Oui, donc ça, je le dis à la population, notamment aux retraités, que ce n'est légalement pas possible. Donc à partir du moment où une retraite est liquidée, dans un système par répartition, il y a un principe d'intangibilité des pensions. Donc les pensions ne peuvent plus être diminuées en montant. La retraite aujourd'hui, c'est bien 25 milliards de cotisations pour 40 milliards de dépenses. C'est à peu près ça, les chiffres. Donc on est quand même dans un gros déséquilibre. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, les retraites A, la retraite A, c'est 31 milliards en 2015 prévus, contre 26 milliards de recettes. Je vous disais tout à l'heure que 12 milliards de masse salariale en moins. Et si nous avions ces emplois en 2015, qui est le vrai sujet, la vraie préoccupation du pays, ce régime serait à l'équilibre. Ce régime des salariés. Donc le vrai problème conjoncturel, c'est l'emploi. Là, pour le coup, la CPS, elle sert de caisse, elle encaisse des cotisations, elle reverse des pensions. Donc par rapport à l'inquiétude de notre auditeur, effectivement, si nous ne faisons rien, il faut rappeler à la population, si aucune réforme n'est engagée rapidement, puisque les réformes sont demandées par les partenaires sociaux depuis des années, si nous ne faisons rien, il y a effectivement un risque sérieux d'épuisement des liquidités. En clair, nous pourrions être amenés en 2016, probablement premier trimestre 2016, à avoir quelques retards dans le versement des pensions. Si l'emploi n'est pas au rendez-vous en 2015 et en 2016, et si aucune réforme n'est menée. Alors par rapport à ça, des réformes ont déjà été adoptées par les régimes depuis 3 ans. Quelles réformes ? Alors d'abord, il y a eu 3 réformes sur la retraite. Alors je vais vous citer la première, elle a été votée en mai 2011, elle n'a été promulguée qu'en novembre 2012. Ça veut dire que un salarié, c'était une personne, cette personne a fait un recours, elle avait 49 ans et 10 mois, elle voulait partir à 50 ans. Il y avait une réforme qui était engagée sur l'âge de départ anticipé. Donc cette personne a fait un recours, c'est son droit. Le Conseil d'État, qui doit statuer dans un délai de 3 mois, n'a statué que 18 mois plus tard. Le recours a été rejeté, la loi a été promulguée en novembre 2012. L'impact pour la collectivité a été de 5 milliards de francs. Si cette loi avait été mise en œuvre au bon moment, nous n'en serions pas là. C'est donc cette fameuse loi sur le durcissement des conditions de départ anticipé à la retraite. Ensuite, il y a eu une nouvelle loi en 2012, deux lois de pays en 2012. Celle-là, elle a hélas été annulée par le Conseil d'État, pas sur le fond, sur la forme, puisque les débats à l'Assemblée qui avaient eu lieu en tahitien n'avaient pas été retranscrits dans le procès-verbal en français. Et pour cette raison, le Conseil d'État a statué et a annulé la loi. Donc on en est aujourd'hui, et l'impact de cette annulation, c'est 3 milliards.
Donc si vous faites l'exercice d'additionner, de multiplier par le nombre d'années, vous verrez qu'on ne serait pas dans cette situation. Donc vous nous dites que les réformes engagées, on ne peut pas les appliquer aujourd'hui. Aujourd'hui, on a en Polynésie, hélas, pour réformer la protection sociale, on a des lois de pays qui ne sont pas réellement des lois de pays. C'est plutôt un acte réglementaire où un citoyen peut engager un recours devant le Conseil d'État, même si les délais de réponse du Conseil d'État se sont considérablement raccourcis, mais on est obligé d'attendre la promulgation. Et donc sur les lois, qu'est-ce qui se passe? Donc le Conseil d'administration en 2013 et encore cette année, il adopte des réformes qui nécessitent de nouvelles lois de pays. Et là, ce qui a été prévu pour 2015, c'est donc de rattraper le retard pris pour aller plus vite dans les réformes qui avaient été souhaitées. Alors, une nouvelle question d'un auditeur tout de suite. On vous écoute. Bonjour. Ah, bonjour. Voilà, je suis retraité depuis 97. Et depuis 3-4 ans, on m'a pas augmenté ma retraite, disons, de rien du tout, 0%. Mais par contre, on a augmenté les cotisations maladie. Alors la question, parce qu'il parle de réforme du territoire, mais est-ce que ça a à voir avec les retraités qui ont travaillé, qui ont cotisé 35 ou 40 ans? Est-ce que les réformes ne concernent pas uniquement le RSPF? Est-ce qu'on ne pourrait pas sortir le RSPF de la CPS et mettre ça au niveau du gouvernement, du territoire? Est-ce que les salariés qui travaillent pour le RSPF à la CPS est payé par la CPS ou par le territoire? Il y a tout un problème parce que la CPS... Quelle est votre question exacte, monsieur? Expliquez. Oui, et pourquoi je n'ai pas été augmenté depuis 3 ans. 4-5 ans. Alors, ouais. Régis Chang. Pourquoi? Alors, effectivement, sur les 3 dernières années, il y a eu une revalorisation des pensions, qui a été un rattrapage de 2 années où il n'y avait pas eu de revalorisation. Néanmoins, l'augmentation des taux de cotisation à l'assurance maladie a quelque peu neutralisé cette revalorisation. Et probablement c'est pour cette raison que les pensionnés en net se sont retrouvés avec une pension quasiment identique, voire un peu en diminution. D'abord, il faut rappeler que les retraités ne cotisent qu'à l'assurance maladie. Il n'est pas procédé à un prélèvement sur les autres branches. Par exemple, sur le budget 2015, le pays ayant donné comme orientation un maintien des cotisations maladie en 2015, les pensions de retraite en 2015 ne subiront pas de baisse. Les augmentations de taux de cotisation sur la retraite ne concernent que les salariés, les futurs retraités, si vous voulez. Donc, je rassure notre auditeur, la pension 2015 ne sera pas diminuée. Mais elle ne sera pas augmentée non plus. Elle ne sera pas augmentée non plus, puisqu'il n'y a pas eu de prélèvement en assurance maladie, et donc il ne sera pas procédé. Parce qu'un relèvement, une actualisation des retraites provoque des dépenses. En 2013, lorsqu'il avait été décidé ainsi, cela a généré quasiment 300 millions de dépenses supplémentaires qu'il faut financer. Et lorsque le régime connaît des difficultés encore dans l'attente des lois de pays, la décision a été prise de ne pas revaloriser les pensions. Mais c'est une décision qui relève du Conseil des ministres. Le Conseil d'administration donne un avis et le Conseil des ministres, pour l'instant, n'a pas statué sur ces régimes. Par contre, sur le RSPF, les dépenses du RSPF, comme je le disais tout à l'heure, sont étanches. Et il n'y a pas d'impact des difficultés du RSPF sur le régime des salariés. Donc on comprend bien que le problème, c'est d'équilibrer le budget de l'assurance maladie. Ça résoudrait un petit peu tous les problèmes. Aujourd'hui, le budget de l'assurance maladie est équilibré.
Ouais, donc alors comment faire par exemple, la piste du gouvernement, c'est de baisser par exemple la dotation du CHPF. Elle baisserait de 600 millions. L'hôpital qui a déjà du mal à joindre les deux bouts. Alors est-ce que c'est inquiétant pour l'offre de soins en Polynésie, cette mesure? Oui, c'est clair que, et c'est pour ça d'ailleurs que ça a été un budget difficile. Il faut savoir qu'on l'a démarré en juin de cette année, comme chaque année, et avec les partenaires sociaux, avec le gouvernement, on a tenté de trouver des solutions globales. D'abord, l'orientation qui avait été donnée, c'est que ces budgets tendent vers l'équilibre, pour éviter de créer des déficits nouveaux. Ensuite, le président du gouvernement a très rapidement souhaité qu'il y ait un maintien des cotisations, et il a été précisé par la suite que ça concernait l'assurance maladie. Donc un maintien des cotisations tout en conservant les prestations, qui sont, comme somme toute, encore très généreuses en Polynésie. Et donc, en tenant compte d'une masse salariale en diminution, et on a essayé de continuer à accompagner les familles en difficulté. Au niveau du régime des salariés, le fonds d'aide sociale a augmenté de 80 millions. En 2015. Nous avons prévu au niveau du RSPF d'accompagner les handicapés, au niveau de la fraternité chrétienne, qui accueille des polyhandicapés lourds, donc 12 adultes supplémentaires. C'est une dépense de 100 millions. Nous avons continué à investir dans la prévention de la santé, la prévention sur les accidents du travail. Donc c'est 100 millions qui ont été investis en 2015, qui vont être investis en 2015. Donc, c'est des actions sur les jardins potagers, la maison du diabétique. Au niveau de l'hôpital, effectivement, il est prévu une diminution de dotation globale de 600 millions. Il faut savoir que l'hôpital a eu des excédents en 2013 de l'ordre de 800 millions et ils auront probablement des excédents en 2014 qui sont annoncés autour de 300 millions. Donc on ne doit pas s'inquiéter particulièrement l'hôpital. L'hôpital aujourd'hui est un établissement pour lequel il faut agir avec beaucoup de discernement, parce que c'est quand même l'hôpital de dernier recours. Mais on pense que cette mesure qu'il faudra accompagner au niveau de l'hôpital sera gérable, à condition que le déficit du RSPF pour 2015 soit effectivement solutionné. Et ça, c'est un sujet important, puisque le RSPF verse à l'hôpital tous les mois 400 millions de financement. Et si ce régime est voté en déficit, comme c'est le cas, 3 milliards de déficit, la première victime, c'est-à-dire les retards de versement des dotations mensuelles de l'hôpital, qui sont de 400 millions, sera l'hôpital. Et donc il faut que le pays trouve des solutions avec l'État, si c'est possible, pour que le RSPF, qui accueille aujourd'hui 80 000 personnes, soit suffisamment doté pour que on puisse verser les dépenses au bon moment. L'État qui devrait reconduire une participation au RSPF, d'après ce que nous dit le président du pays. Nous avons une question d'une auditrice. Madame, nous vous écoutons. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Chang. Bonjour. Ma question, voilà, je sais que je vais me faire quelques années. Je connais beaucoup d'infirmiers qui me disent que 50% de leur... Madame, coupez votre poste parce qu'il y a de l'écho, on vous entend mal. Par rapport aux actes qui sont facturés à la CPS, on va dire qu'il y a une 50aine de pourcents qui est pour aller piquer des gens, des diabétiques matin et soir. Moi, personnellement, j'ai un frère qui est un suivi indépendant, qui mesure son taux de diabète et qui se pique lui-même. J'ai un peu du mal à comprendre pourquoi les gens ici ne sont pas, formés à faire ça eux-mêmes pour faire des économies, à la CPS. Plus d'autonomie pour ce type de soins, vous demandez Régis Chang. Non, la CPS n'avait pas un projet que les infirmiers aient des cabinets pour que les gens viennent se déplacent eux-mêmes, au lieu que ce soit les infirmiers qui se déplacent à domicile. Alors, sur cette profession, je suis d'accord effectivement que, d'ailleurs, globalement, que la Polynésie, les Polynésiens, je pense qu'il faut aussi accompagner les Polynésiens, qui est un accompagnement par les professionnels de santé, effectivement, pour qu'ils soient plus autonomes. Sur l'obligation de cabinet, ce n'est pas une obligation de la CPS. Cette obligation de cabinet est prévue dans leur code de déontologie,
qui a été prévu donc, dans une loi de pays de 2009. Hein. Et donc cette obligation devrait voir le jour en avril 2015. Effectivement, à partir du moment où les infirmiers auraient des cabinets physiques, les patients qui peuvent se déplacer on ne prendra plus en charge des indemnités de déplacement pour les infirmiers. Aujourd'hui, les infirmiers qui se déplacent à domicile, c'est vraiment des conditions il leur est extrêmes. versé des indemnités de déplacement. Et donc, ces patients aujourd'hui devront se déplacer et peut-être que ça pourrait aller dans le sens de l'intervention de notre auditrice. Mais encore faut-il accompagner également la population polynésienne en termes de prévention et d'éducation à la santé. Alors, je voudrais qu'on avance un petit peu dans l'émission et parler du rapport de l'IGAS qui préconise une maîtrise des dépenses de fonctionnement. Vous avez débuté des négociations pour revoir les salaires et avantages des agents de la Caisse, à environ 480 agents au 31 décembre 2013. Une masse salariale qui équivaut à environ 4 milliards, je me trompe 3 milliards 6. 3 milliards 6. Quelles mesures prenez-vous pour changer la donne et justement dans ces négociations, comment avancez-vous? Alors sur l'organisme de gestion, d'abord je voulais dire que il est un peu facile de sortir un statut du personnel de son contexte historique. La CPS, comme vous le disiez au tout début, c'est une entreprise privée créée en 1956. Et donc l'ensemble des entreprises créées à cette époque, qui ont traversé l'ère du CEP, par des négociations permanentes avec le personnel et les syndicats, ont constitué donc ce que l'on appelle aujourd'hui des avantages, un statut du personnel. Et donc, effectivement, quand on est dans une situation de crise, comme c'est le cas actuellement, la population est inquiète, on l'a vu, et donc la CPS est systématiquement prise à partie en disant vous augmentez les cotisations, nos cotisations servent à payer vos salaires, et donc il faut réduire vos avantages. Mais c'est le cas également pour d'autres entreprises. Lorsque vous consommez, que ce soit sur l'énergie, que ce soit sur les communications, que ce soit dans les services en tout genre, le consommateur paye les salaires les avantages des uns et des autres. Mais enfin, il y a beaucoup d'entreprises qui font des efforts aujourd'hui en temps de crise, donc est-ce que la CPS est prête à le faire aussi? Je voulais dire, c'est que la CPS est une entreprise un peu particulière parce que même quand on est en situation de crise, on continue à gérer 260 000 personnes. Ça veut dire que les personnes changent de régime, mais on continue à rembourser des feuilles de soins, on continue à... Et donc, on est une entreprise particulière où le volume augmente tous les ans en termes de dépenses et en termes de volume. Et donc, il faut faire face à cela. Donc, 480 personnes qui gèrent un budget en dépenses de 115 milliards et un budget qui est le premier budget du pays et 108 milliards en recettes à encaisser. C'est un coût de gestion de 2,40% aujourd'hui. Lorsque on verse 100 francs, 2 francs 40 sert au coût de gestion. Pour vous donner un autre chiffre, aujourd'hui nous gérons l'avance des frais de santé pour la sécurité sociale. Donc les fonctionnaires d'État, nous faisons l'avance des fonds et la sécurité sociale nous rembourse. La sécurité sociale, aujourd'hui, nous verse 5,25% de frais de gestion pour cette affaire. Donc, 3 milliards 6, c'est un montant important. Et les employés, les agents de la CPS ont effectivement fait des efforts. Ils sont prêts à faire des efforts et à revoir un petit peu leurs avantages aujourd'hui? Vous avez commencé les négociations là-dessus. Nous avons entamé des négociations avec les délégués syndicaux. Le dialogue, il est constructif, mais moi je voulais aussi profiter de l'occasion pour saluer le dévouement de ces agents qui au quotidien essayent de trouver des solutions à des situations individuelles qui peuvent être parfois difficile. On a un contexte de réforme importante, on a des problèmes, on a des difficultés dans différents secteurs, mais la CPS reste quand même un outil très performant par rapport aux sommes gérées.
je voudrais qu'on évoque très rapidement, hein, vous avez l'occasion d'y répondre, votre salaire. Hein, on a évoqué une révision à la hausse, alors que des efforts sont demandés aux agents de la Caisse. Vous, comment est-ce que vous justifiez cette révision ? On sait qu'on on a baissé votre salaire par rapport à votre ancien emploi à l'époque, à la banque, quand vous êtes entré à la CPS. Bon, je pense que les administrateurs se sont exprimés sur la question. Effectivement, en 2009, j'étais en période d'essai, on va dire ça comme cela. Et depuis 5 ans et demi que je suis à la CPS, donc les administrateurs, alors qu'il était prévu dans mon contrat de travail une renégociation, ont pris acte de décision. D'abord, je voulais vous dire que il a été décidé donc de me verser une indemnité de responsabilité, pas au sein de la CPS, au sein de 2 SCI que je gère en tant que gérant et qui appartiennent à la CPS. Ces 2 immeubles qui appartiennent à la Caisse, qui ont une valeur de plus de 4 milliards, qui génère plus de 300 millions de loyers, avec une responsabilité, une charge de travail très importante. C'est un travail quasiment à temps plein. Et donc, en tant que gérant, depuis 4 ans, j'étais bénévole sur ces SCI. Et donc, il a été décidé de me verser une indemnité de responsabilité de 130 000 sur une SCI et de 150 000 sur une autre, c'est-à-dire au niveau du SMIC. Donc c'est justifié selon vous. On ferme le chapitre des salaires. L'émission touche à sa fin, Régis Chang. Au final, la CPS propose, le gouvernement dispose. Est-ce que vous avez finalement un réel pouvoir de décision aujourd'hui ? Alors moi je ne vais pas m'exprimer au nom des partenaires sociaux qui avec le pays forment la gouvernance du système social. Mais en tant que technicien et avec l'ensemble des équipes de la Caisse, nous voulons être une force de proposition pour influencer, aider les décideurs à faire le bon choix au bon moment. Moi, je mesure le travail parcouru depuis 2009 où nous avons mené énormément de réformes. On a réussi à maintenir un coût de prélèvement somme toute modéré dans ce contexte de crise, alors que nous avions perdu 12 milliards de masse salariale. Je vais vous donner un exemple sur un sujet qui est important, qui est la mise en place du ticket modérateur de 5%, qui est une proposition qui a été faite par le gouvernement pour compenser la non-augmentation des taux de cotisation. Est-ce qu'il va augmenter ce ticket modérateur, justement ? Si nous avions décidé au régime des salariés de faire l'équilibre de l'assurance maladie en augmentant les taux, nous aurions augmenté les taux de cotisation de 0,24%. Cela représente 122 francs par salarié par mois, pour tous les salariés, les malades comme les non-malades. Donc il a été prévu de mettre un ticket modérateur de 5%, alors pas sur la longue maladie. J'entendais la dernière fois Yves Lodros dire qu'en termes de RAA, on serait moins bien remboursé. La longue maladie n'est pas concernée, c'est le ticket modérateur sur l'ambulatoire. Et donc, le ticket modérateur de 5% sur le régime des salariés, c'est 100 francs par mois, mais uniquement pour les patients. Et donc, l'arbitrage a été rendu par le gouvernement, qui est, au lieu d'agir sur les cotisations sociales, qui allait alourdir le coût du travail et peut-être perturber la relance de l'emploi, qui est plutôt d'agir sur le comportement des patients pour les responsabiliser. Et ce choix, il a été proposé au régime. Les régimes l'ont adopté à la majorité, effectivement, par l'unanimité. Maintenant, ces budgets sont soumis au Conseil des ministres et il appartient maintenant au Conseil des ministres de statuer sur la question. Vous êtes optimiste pour 2015 ? Il faut rester optimiste parce que les enjeux sont très importants. Merci beaucoup Régis Chang d'avoir répondu à toutes ces questions. C'est la fin de ce Midi Mag. Rendez-vous à la rentrée puisque c'était le dernier de la saison. Au revoir. Au revoir.